Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez vécu un temps que les moins de plus de 20 ans n'ont pas eu le privilège de connaître, une époque que dans un livre vous qualifiez de bénie, même si parfois tout n'était pas très catholique. Bonjour Bernard de Pressac. Bonjour Jacques Pessis. Alors, vous êtes un homme de l'ombre, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, vous avez côtoyé les plus grandes stars, vous avez connu une époque mythique de la fête de Paris. Oui. On vous connaît peu, mais vous publiez un livre qui s'appelle « C'était une époque bénie » aux éditions Les Impliqués. Et ce livre m'a donné l'idée de raconter avec vous cette époque, le tout Paris et les fêtes dont on parle avec émotion aujourd'hui et que personne finalement ne connaît, il n'y a plus de témoins. Tout à fait. Il y en a encore quelques-uns quand même. Voilà. Alors, on va évoquer cette époque à travers des dates clés. Et la première, elle vous concerne directement. C'est le 15 mai 1965. Il y a une émission de télévision à Martigues, Le Miroir aux oiseaux. Il y a Colette de Réal, Sacha Distel, Pierre Rep et un certain chanteur qui s'appelle Bernard Briac. J'ignorais ce que disait le verbe aimer. À l'époque des yéyés, c'était vous, Bernard de Pressac. Oui. Et surtout, j'ai un souvenir là parce que c'était tourné sur un bateau. Oui. J'ai eu un mal de mer épouvantable. Mais vraiment épouvantable. Ils ont dû arrêter. Et voilà. Alors, vous étiez chanteur à l'époque? Non, c'est-à-dire, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait quelques études quand même, mais je voulais chanter. Et ma mère, alors, ne voulait absolument pas. Mais moi, j'ai rien écouté. Après tout, j'étais déjà majeur. Et j'ai pris des cours de chant avec Annette Charlot. Je sais pas, ça vous dit quelque chose. Annette Charlot était le plus grand professeur. Exactement. Elle habitait dans un immeuble Boulevard Berthier à Paris. Oui. Et même jusqu'à Thierry Le Luron, tout le monde venait la voir prendre des cours. Oui. Et à son enterrement, et vous dites dans ce livre, il n'y avait personne à part Julien Clerc. Non, c'est Julien Clerc qui a payé ses obsèques. C'est fou, hein. Oui. Alors qu'elle a été la professeure de... Oui, elle a eu tout le monde, Mireille Mathieu, Johnny Hallyday, enfin, et j'en passe. Alors donc, à l'époque, vous prenez un pseudonyme, Bernard Briac. Oui. Il faut savoir que Briac, c'est Saint-Briac-sur-Mer. Oui, justement, c'est parce que j'étais là-bas. J'ai dit, ah, ça sonne bien. Et il se trouve que cette ville, cette station balnéaire, dont Brice Lalonde a été le maire, Ah, je savais pas. après la révolution bolchevique, ça a servi de résidence aux membres exilés de la famille impériale russe. Ah, là, j'ignorais. Oui. Alors, finalement, votre vie, ça a commencé aussi par une vie entre la France et le Maroc, Bernard Briac. Oui, parce que, bon, ma mère étant remariée et divorcée, elle a fait la connaissance d'un monsieur qui était rue des Saussets, c'est-à-dire au ministère, De l'Intérieur. et qui a été muté à Rabat pendant 4 ans. Donc, j'ai suivi. Parce qu'au départ, vous êtes né près de Montbéliard, Oui. le pays de la saucisse, en Franche-Comté. Oui, aussi, oui. Le pays de la saucisse, de la cancoyote aussi. Et vous avez fait des écoles, une école à Audincourt, enfin, des études classiques. Oui. Mais on était très loin de la chanson et du tout Paris à cette époque-là. Tout à fait. Et il y a quelqu'un qui vous avait fait votre premier spectacle. Elle a été célèbre à la télévision, Aimée Mortimer avec l'École des Vedettes. Oui. Mais vous n'êtes pas passé dans son émission, Bernard de Pressac. Je suis passé au Théâtre de Paris parce que j'avais remporté le 3e prix de la chanson du Festival d'Anguin avec Éric Chardin et Guy Mardel. Et elle nous a fait... elle a fait une émission, mais elle a pris Sheila à ma place quand même. Oui. C'était mieux parce qu'elle était connue, pas moi. Oui, mais en même temps, un matin, il lui manque un chanteur. Elle trouve un jeune que personne ne connaît. Elle appelle Lynn Renaud à la rescousse en disant « Viens ce soir, tu vas connaître ce chanteur, on le connaîtra sans doute jamais ». C'était Johnny Hallyday. Oui. Voilà. Oui. Et c'est comme ça que ça a débuté pour Johnny. Oui. D'ailleurs, Lynn Renaud, vous l'avez souvent vue, je crois. Mais je suis toujours ami avec elle. Vous avez suivi sa carrière exceptionnelle, Bernard de Pressac. Oui, complètement. C'est-à-dire que on a oublié, c'était une grande meneuse de revue. Ah oui, fantastique, vraiment. Je l'ai vu à Paris, bien sûr, j'ai vu à Las Vegas. Je l'ai trouvé meilleur à Paris parce que c'était vraiment son, c'était vraiment son public. Tout le monde l'aime, Lynn Renaud. Et un jour, j'ai une anecdote là, si vous voulez. Elle savait que j'étais ami avec la grande actrice mexicaine Maria Félix. Elle me dit, écoute, tu devrais me l'amener quand même au casino. Alors, je demande à Maria Félix, qui, peut-être, vous le savez, était mariée avec monsieur Pernaut.
Et elle m'a dit, ça te fait plaisir, mais qui est-ce? Alors je lui dis, c'est une grande meneuse de revue. Alors elle me dit, je viens. Ça m'amuse. Nous arrivons, je la préviens, bien sûr. Et elle arrive avec un manteau de lynx jusqu'à par terre, des bijoux, elle avait le cou, elle avait la célèbre panthère de Cartier, elle était somptueuse. Et alors, au milieu de la revue, Lynn dit « J'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir la grande actrice mexicaine dans la salle. » Et elle me dit « Ça va pas marcher avec son accent. » Les gens se sont levés, elle a eu une ovation incroyable. Elle a fait tomber son manteau comme ça. C'était une starissime, vraiment. Et on a oublié ces gens-là. En revanche, comment ça se passait une revue avec Lynn Renaud? On ne peut plus imaginer. Aujourd'hui, on voit quelques images en noir et blanc. Oui, non, ça se passait vraiment. Moi, j'étais quelquefois dans les coulisses. C'était une folie parce que au Casino de Paris, je pense que vous connaissez les coulisses. Oui, oui. C'est terrible. Elle passait avec des trucs comme ça. Mais c'est très minuté. Elle était épuisée à la fin, mais épuisée. Mais elle a fait quand même un triomphe 2 fois, là. Oui, ça a duré des années. Ouais. Et l'escalier du Casino de Paris qu'elle descendait existe toujours au sous-sol du Casino de Paris. Ah, je ne savais pas. Simplement, il faudrait 2 ans pour le réhabiliter. Ah, oui. Et on ne peut pas pour l'instant. Ça coûterait une fortune. Ah oui. Et puis surtout, il faudrait trouver quelqu'un de capable de mener une revue. Oui, ça, c'est pas évident. Ah non. Alors, la chanson aussi, il faut savoir que vous avez fait d'autres choses. Notamment, vous avez fait, je crois, Bernard de Pressac, la première partie de Brassens à Deauville. Oui, là, j'avais très peur. Vous savez tout, hein. Oui, mais Brassens à Deauville, c'est inattendu. Complètement. D'abord, il a pas eu, je vous dis tout de suite, il a été accueilli très froidement. Et moi, j'étais passé avant lui, d'ailleurs, c'était normal. J'avais une peur terrible. Et j'ai voulu lui parler parce que cet homme, c'était quand même... il avait des textes superbes. Et j'ai voulu le féliciter. D'abord, il ne m'a pas répondu. Il a pris sa guitare. On avait une loge pour tous les deux, c'est tout. Il a pris sa guitare, il est parti. C'était une sorte d'ours? C'était ses débuts, en même temps, il n'était pas... Oui, il n'était pas encore vraiment au summum. Il y a aussi une autre chanteuse qui a compté dans votre vie dès vos jeunes années, Bernard de Pressac, c'est celle-ci. Si tu t'imagines, tu t'imagines, fillette, oui, si tu t'imagines... Juliette Gréco, que vous avez connue dans des circonstances très particulières. Oui, très particulières. J'étais donc au lycée, à Rabat, et... je vois une affiche où Juliette Gréco à Rabat, c'était au théâtre, le nom je ne sais plus. Et je demande à ma mère, et même mon beau-père que je considérais comme... parce que c'est lui qui m'a quand même donné les valeurs sûres. Et il ne voulait pas que j'y aille. C'était pas possible, c'était vraiment une femme... Il la prenait pour une révolutionnaire. Et j'ai dit, il faut que je la voie. Alors, je savais à quel hôtel elle était. Je me suis assis en face de l'hôtel. J'ai attendu 4 heures. J'étais de la couleur du micro. Quand elle est sortie, rouge. Oui. Et je me suis précipité vers elle. Et puis j'ai dit, madame, je vous admire. Elle m'a tutoyé. Elle m'a dit, mais pourquoi vous êtes si rouge? Et j'ai dit, parce que je vous attends depuis 4 heures. Mais elle m'a dit, c'est pas possible. Alors, elle m'a signé, évidemment, à l'époque, elle m'a signé une photo magnifique que j'ai gardée. Et quelques années plus tard, je vais dîner chez une amie, à elle, mais je ne savais pas, elle était là. Et je lui raconte, dans ma tête, j'ai dit, elle va pas s'en souvenir. Pas du tout, elle s'en souvenait. Elle m'a dit oui, parce que ça ne m'était jamais arrivé. Alors, vous avez un autre point commun avec Juliette Gréco. En 62, elle a fait le voyage inaugural du France avec Madame de Gaulle, le paquebot. Et vous avez fait aussi une croisière sur le France. Oui, j'ai chanté sur le France. Alors, là aussi, on a oublié, c'était un moment extraordinaire. Mais oui, parce que d'abord, c'était un bateau, mais vraiment exceptionnel. Et ce qui était extraordinaire, les gens étaient très élégants. Il y avait un escalier comme ça, le soir, les femmes descendaient en robe du soir et nous en smoking. C'était extraordinaire. Tous les soirs, c'était formidable. Alors il y avait un théâtre, évidemment, et je ne chantais que 3 fois.
Heureusement, parce que le 4e jour, j'avais le mal de mer. Voilà. Mais en même temps, ce paquebot a vraiment été mythique, un symbole de la France. Oui, on n'a jamais retrouvé ça. Jamais. Et je remercie Michel Sardou d'avoir fait une merveilleuse chanson sur lui, parce que ça, c'est une honte de l'avoir laissé pourrir, ce bateau. Alors, à votre passif, il y a quand même une chose. En mai 68, vous avez siphonné des voitures pour prendre de l'essence. Oui, j'ai fait comme actuellement, le gasoil. Mais oui, avec des copains, parce que... Mais c'était pas méchant, c'était pas violent. Non, mais en même temps, ça vous permettait de rouler. Oui, mais enfin, on vidait pas les réservoirs tout à fait. Voilà, vous avez une excuse. Mais cette époque vous a marqué, parce qu'en plus, il y a eu quelqu'un que vous avez rencontré peu de temps avant, c'est Antoine Guérini. Les Guérini, oui. Mémé Guérini. Alors voilà, je chantais là, et à Marseille, dans un cabaret très chic, qui s'appelait le Versailles. J'ai chanté 10 jours. Mais moi, Guérini, ça ne me disait rien. Ouais. Et puis, un jour, je suis devenu d'ailleurs très, très ami avec Alice Guérini, qui me maternait, parce qu'elle sentait que j'étais mal à l'aise dans cet endroit. Ouais, il y a de quoi, oui. Et puis, un soir, mes parents sont venus la veille, mais ne sont pas venus au cabaret, sont venus me chercher, en fait. Et il me dit, mais c'est quoi mon beau-père me dit, c'est quoi ce cabaret? J'ai dit, il appartient à un certain Antoine Guérini. Antoine Guérini? Mais tu n'as pas fait ça quand même. Tu sais ce que c'est? J'ai dit non, pas du tout. Mais c'est la pègre de Marseille. Là, j'ai eu un savon, là. J'imagine. Il y a d'autres déjeuners ou dîners qui sont passés beaucoup mieux. On en parle avec une autre date, le 10 novembre 1970. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard de Pressac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard de Pressac. Alors, vous êtes un homme de l'ombre, vous avez été chanteur, mais vous avez fait aussi beaucoup d'autres métiers, et vous avez connu un Paris qui a disparu, une vie parisienne, une vie de fête qu'on évoque dans ce livre, que vous évoquez dans ce livre. C'était une époque bénie, aux éditions Les Impliqués, et cette époque, on va la raconter à travers des dates clés, on continue. Oui. Et la deuxième date que j'ai trouvée, c'est un déjeuner qui se passe le 10 novembre 1970, et qui change votre vie. Un déjeuner avec un certain Louis Gérard. Oui. Alors, Louis Gérard, c'était à l'époque le directeur général de Van Cleef & Arpels, qui a eu des commanditaires très importants et qui est devenu en peu de temps le grand joaillier dont on parlait. D'abord, ça va avec lui parce qu'il en voulait, il vendait des pierres énormes. Oui, et c'est une époque, on l'a oublié aujourd'hui, où la joaillerie était un symbole de la France. Le symbole de la France et le symbole des gens riches, quand même. Oui, mais je suis allé voir son éditeur, enfin pas son éditeur, je suis complètement dans le livre, là, sa maison de pub. Et j'ai dit, je souhaiterais connaître, parce que je travaillais, j'ouvre une parenthèse, dans un livre, un magazine qui venait de ressortir. Donc, Griette Maestracci, si ça vous dit quelque chose, était la rédactrice en chef. Elle avait été une grande rédactrice, paraît-il. Vous étiez journaliste à ce moment-là? Pas journaliste, non. Il m'avait engagé comme relations publiques, parce que j'arrivais à commencer à connaître pas mal de gens. Et là... Gérard me dit il faut que tu ailles les voir parce que ils font un numéro spécial haute joaillerie. Alors moi j'y vais et puis ça coûtait très cher en plus. À l'époque, les journaux prenaient de la pub, il n'y avait pas de problème d'aujourd'hui, ça marchait très bien. Très bien, très bien. Et alors il me dit et tu reviens surtout pas sans pub. Ah, bon, enfin je me débrouille et Monsieur Desmarais me dit mais vous le sortez à combien? Et l'éditeur avait dit 90 000. Moi j'avais trouvé ça quand même beaucoup. Et peu de jours avant que le magazine sorte, je dis il faut que j'aille à l'imprimerie, je veux voir, et je rencontre quelqu'un, j'ai dit quand même 90 000. Il me dit, mais c'est pas 90 000, monsieur, vous vous trompez, c'est 9 000. Donc, j'ai rappelé Gérard. Oui, Gérard, oui. Oui. Et il m'a dit, bon, ça fait rien, on garde, c'est fait, c'est fait. Et à ce moment-là, il me dit, je voudrais quand même
que nous allions déjeuner tous les deux. J'ai quelque chose à te dire. Alors, je vais déjeuner avec lui. C'était au Plaza, puisque le magasin était en face. Avenue Montaigne. Oui, avenue Montaigne. L'avenue du luxe à Paris. Et, oui, c'est vrai. Et il me dit, écoute, j'aimerais que tu viennes à ma première exposition. J'ouvre un magasin à Lausanne, ça me plairait. Je fais envoyer un billet d'avion. Il y aura une voiture à Genève pour toi. Et là, je lui dis, mais en première classe, l'avion. Il me dit, comment ça, pourquoi en première classe? Je lui dis, c'est là que nous faisons des affaires ou des connaissances, pas en classe touriste. Et là, il m'a dit, je t'engage définitivement. Vous êtes retrouvé responsable des relations publiques de Louis Gérard. Oui. Et à l'époque, le métier de joaillier, c'était vraiment des relations personnelles avec des gens très très riches. Oui. Vous avez connu quelque chose, un métier qui n'existe pas autrement, Bernard de Fressac. Oui, non. Ça se passait comment? D'abord, j'avais trouvé le système de me faire inviter, s'il en veut, parce que les gens m'aimaient bien, peut-être parce que j'étais jeune, je sais pas. Et j'accrochais vraiment, ça c'est peut-être dans mes gènes, je ne sais pas. Et il y a beaucoup de gens qui achetaient, ils allaient voir Louis Gérard, mais souvent disaient oui, mais on veut passer par Bernard. Ce qui fait que j'étais obligé de parlementer avec lui parce qu'il pensait qu'avec moi, ils auraient des prix. Or, les prix, c'est lui qui les faisait. Il disait, bon, si elle demande comme ça, Will, tu dis oui ou tu dis non. Et alors là, après, c'est parti comme une fusée parce que j'ai fait le tour du monde de toute façon. Et le tour du monde avec des bijoux, c'est qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Non, il y a certains endroits. J'avais imaginé une mallette et des slides, comme des radiographies, des bijoux, ce qui faisait que c'était presque comme si elle pouvait les toucher. Et ces gens-là ne payaient jamais en France. C'est-à-dire qu'il y avait des bijoux très précieux. En fait, il faut savoir que le métier de joaillier, c'est une pierre qu'on met sur une bague, c'est ça? Oui, ou sur une bague, ou là, enfin. Et à ce moment-là, donc, vous prenez votre mallette avec l'avion, et il faut aller convaincre des gens du monde entier, aux États-Unis comme dans les Émirats, de payer très cher ces bijoux. Oui, mais ça, c'est les Émirats, j'ai souffert. C'est-à-dire? Alors, parce que j'étais, paraît-il, le premier à aller en Arabie Saoudite. Personne n'allait là-bas. Comment? Personne n'allait là-bas. Non. J'étais le premier et j'avais pris un secrétaire libanais parce que je me suis fait beaucoup d'amis au Liban. Ce sont des gens vraiment adorables. Et un monsieur dont je parle, je peux dire son nom, monsieur Karaouglan, m'avait dit, surtout, tu ne prends pas d'argent, j'ai un bureau là-bas, tu vas là, tu prends ce que tu veux, on verra après. Et moi, dans mon rêve, c'était les 1000 nuits que j'allais voir en Arabie Saoudite. Pour moi, c'était le tapis volant. Non, c'était pas ça du tout. C'était vraiment les premiers balbutiements des princes des sables, en fait, et qui commençaient à dépenser beaucoup d'argent. On a même un jour vendu un diamant en forme de poire de 91 carats. Ce qui est énorme. C'est un œuf. Voilà. Et ça veut dire aussi faire la vente, parce que un jour, Louis Gérard vous a dit, si tu reviens sans la vente, ou s'il y a un problème, tu finiras dans le ciment. Oui. C'est-à-dire? Oui, alors voilà. Ça, c'était un banquier espagnol, très riche, qui avait une maîtresse dont je peux pas dire le nom quand même, parce qu'elle a disparu, et je l'aimais beaucoup. Et il voulait lui offrir vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là, ça se passait à Gstaad. Gstaad, qui était le refuge d'hiver des milliardaires. Ah oui. Et bon, il me dit, bon, écoute, la pierre est magnifique, mais elle est à Anvers. Donc tu vas la chercher à Anvers, et pour éviter 2 exportations temporaires, tu l'emmènes. Tu vas d'abord la chercher à Anvers, ils sont prévenus, et tu vas à Madrid,
Et voilà. Alors, je fais tout ça. Mais à Anvers, j'ai cru que j'étais prisonnier dans un bunker. Hein. Parce que pour entrer là, c'était épouvantable. Les pierres étaient gardées. Oui, mais il y avait des sas pas possibles. Et j'ai dit, mais si c'est pas possible, si je vais jamais sortir de là. Enfin, je fais court. Il me donne la pierre et moi je dis, est-ce que j'ai quelque chose à signer? Non, pas du tout, c'est pas la peine. On fait confiance. Alors moi j'étais tout fier, bien sûr. Je vais à Madrid, l'affaire se conclut, très bien, et je reviens à Anvers, je la donne et il dit maintenant nous allons faire exportation définitive. Au départ, l'exportation provisoire, c'est qu'on libère on emmène le bijou et on le rapporte après. Voilà. Et donc je raconte ça à Gérard. Et il me dit, tu es vraiment naïf. Il m'a dit, est-ce que tu crois que tu ne serais pas revenu, imaginons que tu ne sois pas revenu avec la pierre, mais tu serais tombé dans le ciment, mon petit. C'est un monde très particulier. Très particulier. Et un jour, vous avez fait quelque chose qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui sans le moindre risque, Bernard de Pressac. Dans un sac Monoprix, vous avez transporté des bijoux de grande valeur dans le métro. Oui, Oris. Parce que je l'ai dit d'ailleurs à mon boss, je lui ai dit, écoute, moi je ne prends pas le risque parce que je commençais vraiment à être connu quand même. J'ai dit, je ne peux pas prendre un taxi, j'ai peur qu'on me suive et tout. J'ai dit, moi je les emmène dans un sac prise unique et je prends le métro. Et je m'habille comme ça. J'ai pris le métro avec une fortune. Mais aujourd'hui, on ne peut plus imaginer ça. Ah non, ah non. Et c'est tout juste si vous ne volez pas un pain au lait, alors c'est pas... Mais en même temps, ce métier que vous avez fait n'existe plus aujourd'hui. Non. Transporter des diamants, des pierres précieuses à l'autre bout du monde et les vendre très cher, on ne peut plus l'imaginer en 2022. Si, ou alors il faut, c'est-à-dire dans les pays... on va dire orientaux, presque tous les joailliers ont une boutique. Donc ça se fait là-bas ou ici lorsqu'ils viennent en vacances. Voilà, mais ça ne se fait pas autrement. Non. Mais en même temps, c'est un métier qui pouvait vous faire peur parfois. Mais j'ai eu des menaces. Mais c'était pas des menaces, c'était des menaces de la concurrence. Parce que... On l'a su après. Parce que je passais, j'avais un système. J'ai des amis qui m'avertissaient, par exemple, si un grand bal ou une grande soirée s'organisait à New York, par exemple, je savais 15 jours avant. Et je me débrouillais pour passer avant eux. Ils me détestaient. Ils avaient raison, parce que moi, j'aurais eu la même... À mon avis, j'aurais eu la même pensée. Vous avez fait d'autres métiers, on va en évoquer un avec une autre date, le 8 novembre 1999. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard de Pressac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard de Pressac. C'était une époque bénie aux éditions Les Impliqués. Vous avez été un homme de l'ombre, vous avez été chanteur, vous avez travaillé pour le joaillier Louis Gérard avec des bijoux. À l'époque, personne n'en envoyait en Moyen-Orient, vous les avez vendus. Et puis vous avez fait un autre métier. Et le 8 novembre 1999, c'est le centenaire d'un établissement que vous connaissez bien, le Fouquet's, une fête avec Catherine Trottmann. La maison est classée. Et le Fouquet's, vous y avez travaillé aussi comme directeur. Et c'est un symbole aussi de la vie parisienne. Oui, mais je corrige parce que tout le monde a dit que j'étais directeur du club. Oui, mais le club était le cœur du Fouquet's, où se retrouvaient toutes les personnalités. Et c'est Diane Barrière, qui avait été malheureusement accidentée. Je l'aimais infiniment, je l'ai connue, elle avait 10 ans. Elle me téléphone un jour, elle me dit « Je voudrais que tu viennes déjeuner, nous avons quelque chose à te demander ». Lucien Barrière était décédé déjà. Lucien Barrière, il faut savoir, a été le neveu de François André qui a créé Deauville. Voilà. Il est venu de sa campagne lointaine pour diriger. Oui. Il a épousé Martha Barrière. Oui. Ils ont eu une fille adoptive, oui, Diane Barrière. Exactement. Et ils ont repris le Fouquet's. Voilà. D'ailleurs, j'ai une anecdote savoureuse pour Lucien, qui est charmante. Allez-y. Alors donc, son oncle lui demande de venir travailler à Deauville. Lui, il n'aimait que les fleurs, les plantes, etc. Mais vraiment. Et bref, il accepte et il a fait vraiment trimer. Il n'y a pas d'autre mot. Et un jour, pour faire plaisir
à son oncle qui recevait du monde au Syros, le célèbre restaurant de Deauville. Il arrive avec un blazer. Il le regarde et il lui dit « Qu'est-ce que c'est que cette veste ?» Ben, et ces boutons, va te changer. Tu mettras les boutons d'heureux quand tu auras un yacht. Voilà. Mais il faut savoir que François André a été le roi des casinos de Deauville, et notamment, et quand un peintre perdait beaucoup au jeu, au lieu de lui donner de l'argent, il lui offrait un tableau. Oui, c'est vrai. Et des tableaux de grande valeur. Ah oui, je les ai vus. Les plus grands peintres ont perdu à Deauville et ont offert des tableaux. Oui, je les ai vus, les tableaux, parce qu'on était très liés. Moi, j'étais vraiment bouleversé par l'accident de Diane, qui a eu un courage exceptionnel. Il se trouve qu'elle a pris un avion qui est tombé. Oui. Elle a survécu quelques années dans des conditions très difficiles. Voilà. Elle ne voulait plus se montrer. Je vous donne plus du tout. Et vraiment, j'allais la voir tous les jours. Elle voulait pas. Elle avait fait enlever les miroirs. Je lui ai dit, je veux que tu te regardes. Je l'ai obligée. Parce qu'elle devait s'imaginer qu'elle avait, je ne sais pas. Et grâce à ça, elle est revenue à la vie un peu mondaine, mais elle s'est surtout occupée avec son mari, Dominique, du groupe Barrière. Alors, il se trouve que donc le club, c'est le cœur de la vie parisienne des années 80. Comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Moi, je suis arrivé là, d'abord, je ne voulais pas. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, il n'y a que toi qui peux le sauver parce que tu es un grand relationnel. On a racheté cette chose-là qui est en perdition. Alors, j'ai dit, écoute, tu me donnes 6 mois, mais si au bout de 6 mois, je ne veux pas... Non, mais elle m'a dit, je t'aimerai toujours. Et il se trouve que j'ai vraiment fait du forcing. J'ai organisé des soirées complètement folles là-dedans. Et... j'ai vu des choses ahurissantes, j'ai vu des hommes politiques qui se déchiraient, qui dînaient là et qui s'amusaient comme des fous. J'ai vu je suis devenu ami avec Lorraine Bacall, là, Bruce Willis, je parle des vedettes américaines. Oui. Bruce Willis a chanté un soir. Bruce Willis? Oui. Oui, on a chanté même, il est venu avec les Gypsy Kings. Oui. On a chanté, et après, sur les tables, avec les Gypsy Kings, et après, il dit, on va au bain-douche. J'ai dit, écoute, tu y vas, moi, j'y vais pas, parce que je suis fatigué. Il me dit, ah ben, si tu viens pas, je suis fâché. J'ai dit, je veux pas aller au bain-douche. J'aimais pas cet endroit. Une discothèque parisienne, oui. Voilà. J'ai dit, si tu veux, on va chez Régine. Bon, d'accord. Alors, réserve. Je téléphone. Je dis, est-ce que mademoiselle est là? Oui. De la part de qui? Bon. Oui, bonsoir, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais une très bonne table parce que je viens à 10 personnes. Il m'a dit, bon, d'accord. Et il y a quelqu'un de très connu, mais pas de photographe. Il m'avait dit, s'il y a un photographe, je casse tout. Il était un peu allumé. C'est juste après son divorce avec Demi Moore. Oui. On arrive. Moi, j'ai pris ma voiture parce que j'ai dit, si après ils veulent aller ailleurs. Et qu'est-ce que je vois? Régine dehors avec 2 photographes. Il a été gentil, il n'a rien dit, mais j'arrive, elle me dit, tu as vu qui j'ai fait venir? Non, mais j'ai dit, tu te fous de moi ou quoi? La table, c'est moi qui l'ai réservée. Depuis 8 heures de l'après-midi, du soir, on s'amuse, mais c'est pas toi qui l'as fait venir, c'est moi. Et c'est une vie parisienne qui existait, qui faisait les beaux soirs des chroniqueurs mondains, et qui n'existe plus aujourd'hui. Non, comme Edgar Schneider, des gens comme ça. Edgar Schneider était le chroniqueur de Jour de France, qui était dans toutes les soirées, qui buvait bien. Oui, je confirme. Voilà. Et ensuite, on se demande comment il écrivait l'article. Oui, ben moi, il m'a fait... J'ai fait un jour Gérard, je reviens à Gérard, pardon, il me dit, je veux que tu étonnes tout le monde à Gstaad, le jour de la Saint-Valentin, on faisait toujours le 14, là-bas, une soirée, mais il faut que tu les étonnes. Je dis, très bien, mais tu me demandes rien pendant 6 mois, je viens quand je veux. Alors, j'ai repris des cours de chant avec Madame Charlot, j'ai pris des cours de danse, j'ai fait venir l'orchestre de Pierre Porte, enfin j'ai répété à Paris, et on a fait faire un vinyle qui disait Gstaad, fever, 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 comme ça. Tout le monde se demandait ce que c'était.
parce que personne ne savait. Enfin, j'ai fait un show, carrément. Et j'ai fait venir, parce que j'avais peur, j'ai fait venir mon ami Shirley Bassey. Et c'était drôle, parce que lorsque le speaker a dit « Nous avons une grande star ici ce soir », tout le monde s'est tourné vers Shirley Bassey, parce que l'orchestre était déjà sur la scène. A dit « Non, non, c'est pas moi ». Et je suis arrivé à ce moment-là. J'ai fait un malheur, sans doute, parce que tout le monde me connaissait, hein. Et de ce jour-là, il n'arrêtait pas de m'appeler. Écoute, on fait un dîner, on aimerait que tu chantes. Je l'ai jamais fait, ça. Bien sûr. Mais ça veut dire que c'était une époque où il y avait des soirées caritatives, des fêtes à n'en plus finir. Ah, moi, j'en ai fait 2 pour Mère Teresa, dont je suis très fier parce que je leur ai pris beaucoup d'argent pour elle. Alors, il faut savoir aussi qu'au Fouquet's, il y a un bar qui était pendant des années interdit aux femmes seules. Oui. Et il y a eu quelquefois des incidents. Oh là là. Oh là, oui, parce qu'il y avait la plaque au-dessus du bar qui avait été mise par les Anglais, je crois. Je suis pas très sûr, hein, les soldats. Ça a été mis en 1914 parce que, en fait, les soldats qui revenaient de la guerre de 14 venaient là boire un coup, Ouais. mais comme ils étaient grossiers, ce n'était pas bien qu'ils parlent ainsi aux femmes seules. Voilà, merci de me l'apprendre parce que je ne savais pas. Et alors, un jour, au club, tout le monde s'était ouvert, les baies étaient vite ouvertes. Il y avait donc des gens qui déjeunaient derrière le bosquet. Et on voit arriver sur les tables des slips, des soutiens-gorge et beaucoup de bruit. Moi, je sors et je dis, qu'est-ce qui se passe? C'était ni pute ni soumise. Oui. Je dis, écoutez, vous pouvez pas faire ça quand même, ils vous ont rien fait. Non, mais ça peut venir, me dit. Il y en a une qui me dit. Et il y en a une qui était, mais elle est tombée amoureuse de moi. Elle était gigantesque. Elle m'a dit, t'inquiète pas, mon petit, je vais arranger tout ça. Elle a arrangé tout ça. J'ai raconté ça à Diane, qui m'a dit, tu vas les convoquer et je vais leur expliquer qu'elles ont beaucoup de chance d'être ni putes ni soumises, parce que moi, je ne suis plus rien. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, elles ont pleuré. Et puis, qui dit vie parisienne de cette époque, dit aussi ce que Jacques Dutronc a chanté. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Vous avez connu l'époque des Playboys chantés par Jacques Dutronc. C'était quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Ah, ben, il y en a encore, mais, Oui, mais de moins en moins. Ils ont moins de classe en Voilà. tous les cas. Alors, j'ai connu, oui, effectivement. Parce que je voudrais qu'on parle des Playboys d'abord. Ah, les Playboys. Alors, les Playboys, je peux les citer? Bon, bien sûr. Bon, alors, il y avait déjà José Luis de Villalonga. Oui, qui était un Espagnol mondain. Oui, mondain, mais qui à la mort de toute sa famille, a fait un bel héritage. Voilà. Mais il était grossier, il était prétentieux et méchant. Il avait tout pour lui. Et il y avait, parce que là, il a changé, Massimo Gardia. Oui, qui a créé qui est le symbole de la jet set, Oui. et qui avait créé un journal The Best. The Best pour offrir des prix chaque année. Oui. Et il est devenu célèbre grâce à la télévision. Oui, oui, oui. Et puis surtout, il faisait payer. Voilà. Parce qu'un jour, à Monaco, il m'appelle, il me fait « Bernardo, je t'annonce que tu as été élu parmi les meilleurs, les plus élégants hommes du monde. Mais il y a un petit mais, c'est à Rome. » Il parlait comme ça. J'ai dit, écoute, je verrai si je suis libre. Oui, mais il y a un autre petit mais, ça coûte 15 000 francs. Ben, j'ai dit, tu sais pas, moi, je ne viendrai pas parce qu'avec cette somme, je serai 15 fois plus élégant. Il m'a plus Exactement. jamais adressé la parole. Et alors, il faut savoir que cette époque-là, et quelques années avant, c'est l'époque où on sortait le soir dans Paris en Oui, smoking, dans les cabarets russes. Oui. Et il y a le Playboy le plus célèbre de l'histoire, ça a été un certain Porfirio Bien Rubirosa, sûr. qu'on a totalement oublié. Oui, on l'a totalement oublié. D'ailleurs, il s'est tué en voiture. Et lui, alors, il était connu... je crois que ça a été le plus connu sur la planète. C'est-à-dire qu'il a épousé l'héritière des cigarettes Camel, il a eu Oui, des oui. révolutions, un personnage incroyable, mais qui était un symbole de cette vie. Oui, c'était un symbole. Et il y en a un autre, c'était... Il ne faut pas confondre avec Rivière du Paradis Latin. Jean-Marie Rivière, oui. Lui, il avait trouvé
Elle est décédée, donc elle n'a plus de famille, je peux le dire. Elle s'appelait Maria Greif. Son mari avait construit les chemins de fer du Venezuela, l'électricité, en fait, une fortune énorme. Et il est tombé sur elle, et il l'a presque ruinée. Extraordinaire. Parce qu'à cette époque, les hommes profitaient des femmes. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui avec les mouvements qui existent. Non, bien sûr que non. Et puis, en fait, ils avaient décidé d'en faire un métier, tout simplement. Et ces gens-là, ils traînaient dans une époque de vie parisienne, de vie mondaine, ah oui, que vous viviez et subissiez en même temps parce qu'il n'y avait pas d'autres oui, moyens. on les voyait partout. Et d'ailleurs, José Luis de Villalonga, on verra plus tard, parce que c'est pas le moment, mais il m'a fait une chose affreuse. Mais alors, reviens. C'est une époque où ces gens-là ont disparu. Oui, où ce sont des mauvais. Ils n'ont pas de métier, on va dire. Ils essaient. C'est-à-dire si ça marche, ça va. Sinon, mais ils n'ont pas l'aura, enfin, si on peut appeler ça... non, ils étaient reçus partout parce qu'ils avaient de l'abattage, ils avaient du chien, ils avaient... Ceux de maintenant, c'est n'importe quoi. Voilà. En même temps, c'est une époque où on sortait tard le soir, et très tard le soir, alors qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Non. Oh non. D'ailleurs, les femmes qui vont à des dîners, non pas en public, dans des dîners privés, mettent leurs bijoux carrément dans leur soutien-gorge et tout ça, et les mettent dans l'ascenseur. Parce qu'autrement, on ne peut plus imaginer se promener dans les rues comme ça. Non. Et surtout, on ne sort plus jusqu'à 6 h du matin. Non. Ça existait à cette époque-là? Bien sûr. Ça existait même au-delà de 6 h du matin. Et surtout sur la Côte d'Azur. Comment on faisait pour travailler ensuite? C'était difficile. En ce qui me concerne, dans tous les cas, c'était très dur, mais j'avais la liberté de faire ce que je voulais. L'après-midi, je dormais, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et je ne buvais pas d'alcool, et je ne fumais pas. C'est ça qui m'a permis de rester. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que votre livre fasse un tabac. On en parle avec une autre date, le 20 décembre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard de Pressac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard de Pressac. Le 20 décembre 2021 est sorti ce livre. C'était une époque bénie, les impliqués. On a expliqué déjà que vous aviez fait beaucoup de métiers et vous aviez connu la vie parisienne disparue. Pourquoi ce livre aujourd'hui? Pourquoi raconter cette époque bénie, Bernard de Pressac? C'est très simple. Je vis maintenant à La Rochelle. Parce que, d'abord parce que je n'ai plus voulu rester au Fouquet's lorsque Diane est décédée. Je suis resté un peu pour Martha parce qu'elle était malade. Martha Barrière, la femme de Lucien. Et je l'aimais beaucoup, beaucoup. Et je suis resté un peu. Un jour, je lui ai dit, écoute, je ne peux plus. Je ne voulais pas travailler avec personne d'autre. Et donc, ce livre, vous l'avez écrit pourquoi aujourd'hui? Alors, j'étais, malgré moi, parce que je n'y songeais même pas, il y a des dîners à La Rochelle, c'est très sélectif parce que c'est pas une ville, c'est pas Paris, hein. Donc chez monsieur Even, en question, il parle de Faradiba, une fois, 2 fois. Et là, j'ai dit, écoutez, je la connais parfaitement bien. Oui. Ah bon? Mais, ah bon? Alors, tout le monde, grand silence. Et on passe à autre chose. Il parle, alors là, je ne me souviens plus, encore une autre fois de quelqu'un de connu. J'ai dit, mais c'est une amie, voilà. Et à un autre dîner, se trouvait Général 4 étoiles, là, qui habite, nous sommes voisins d'ailleurs, qui parle de quelqu'un de connu. J'ai dit, mais excuse-toi, je lui dis, mais comment tu les connais? Alors, il m'explique, et il me dit, d'ailleurs, tu devrais écrire un livre, toi. Ah, je dis, ah non, moi je suis pas écrivain, il n'y a pas question que j'écrive un livre, c'est trop compliqué, il faut que je cherche des archives, des photos, Écoute, et les deux, c'est-à-dire ce monsieur Even et le général, m'ont vraiment cornaqué là, à 9 h du matin. Ils venaient, il y en a un qui tapait, l'autre qui cherchait. Mais
heureusement, j'ai de la mémoire parce que l'autre, il tape à une vitesse. Moi, je suis nul. Alors... Oui, alors justement, vous racontez dans ce livre des choses qui sont des moments de gloire de la France et du monde, comme par exemple les anniversaires de Persépolis, les 2500 ans. Ah, oui. Vous avez été à Téhéran dans cette fête. À Persépolis, dans cette fête incroyable. Ah, incroyable. Et mon voisin, c'était Haïlé Sélassié. Qui promenait son chien le matin. Le matin, oui. Ah, oui. Et moi, j'ai dit, je connais, mais j'ai déjà vu cette tête-là. Et ça m'est revenu. Et lui m'a dit « Good morning ». Alors j'ai répondu. Et il y avait, c'était magnifique. Jamais j'oublierai ça. C'est une fête qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, surtout dans l'Iran d'aujourd'hui. C'est impossible. Où la terre entière est venue. Oui. On offrait un tapis à l'effigie du chef d'État qui venait. Comment ça se passait? C'était quoi ce décor? Alors le décor, c'était très simple. D'abord, il n'y avait que des tentes magnifiques, qui étaient des chambres, on va dire. Elles étaient quand même en toile, climatisées. Bon, un service incroyable. Ils offraient ça à certains... moi, j'avais eu un stylo en or au petit déjeuner. Oui, rien que ça. Alors, les autres, je ne sais pas. Et personne ne se disait ce qu'il avait eu, d'ailleurs. Et c'était surtout ce qui m'a... D'abord, Persépolis, c'est très impressionnant, était... Parce qu'on part de Shiraz, la route est toute droite, et d'un seul coup, on voit les colonnes comme ça, de loin. Et on arrive là, c'est un autre monde. Alors c'était gardé tout le long avec des soldats, mais en tenue d'apparat. Le premier soir, c'était libre, on nous faisait visiter... les tombeaux, ça, j'ai pas voulu y aller parce qu'il paraît qu'il y avait des serpents et moi j'ai horreur de ça. Et ça a duré 3 jours. Tout était français. C'est Bernard de Nonancourt il a dû gagner de l'argent là parce que c'était lui qui avait, je sais pas s'il l'avait offert le champagne ou vendu, je ne sais pas. Il y avait Janssen, le décorateur de la rue Royale, qui avait fait des choses extraordinaires. Des choses qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Ah non, c'est inimaginable. Et il y a un seul mécontent des fêtes de Persépolis, c'est Don Zitrone, parce qu'il avait été mal reçu et qu'il faisait trop chaud dans sa tente. Oui, et puis il a surtout... moi, je l'ai vu saluer des gens qu'il ne connaissait pas, parce qu'il devait penser... qu'il devait être connu par tout le monde, parce que c'est vrai, il y avait la terre entière. Bien sûr. Moi, j'ai rencontré très peu de gens que je connaissais, et j'étais même très content, parce que c'est énorme, énorme. Alors, dans ce livre, C'était une époque bénie, vous évoquez quelqu'un qui est mondialement connu et qui est devenu votre petite sœur. Goldfinger, he's the man. Shirley Bassey, qui détient avec Barbra Streisand le record de longévité dans les hit parades et qui a vendu 135 millions d'albums. Ça me fait plaisir que vous en parliez, je suis très touché. Parce que vous l'avez connu, je crois, à l'Espace Cardin et qu'il y a une amitié qui est née. Oui, incroyable. voilà, c'est-à-dire, moi, à l'époque, j'avais, évidemment, comme tous les jeunes, j'avais de l'argent de poche, mais pas... Et Cardin l'a invitée, parce qu'elle était très chère. Elle avait 35 musiciens, il fallait des suites, etc. Donc les places étaient quand même très chères. Et j'ai supplié ma mère pour y aller. Et en sortant, j'étais allé avec un copain, j'ai dit, tu vois, je donnerais n'importe quoi pour connaître cette femme. Elle est incroyable, elle est merveilleuse. Et voilà comment je l'ai connue, vous allez voir. Donc je rentre chez Gérard, peu de temps après, et j'étais à Gstaad, j'étais au 7e étage, je sors parce que j'avais un dîner, j'étais en smoking, l'ascenseur s'arrête au 6e, qui était dans l'ascenseur? Shirley Bassey avec son mari de l'époque. Je crois que j'ai cru que je rêvais, et j'ai bafouillé. En anglais, j'ai bafouillé. Et alors, elle m'a fait un beau sourire. Et puis elle m'a dit, en descendant, lui a traduit parce que j'ai perdu complètement la notion de... Et quelques jours plus tard, je voulais aller skier, et il y avait du brouillard. Et mon moniteur m'a dit, écoutez, il vaut mieux rester là parce que c'est dangereux. Alors j'étais tout seul. Je dis, je vais aller déjeuner au grill. Et ils étaient tous les deux au grill.
Et j'appelle un maître d'hôtel et je lui dis, allez chez Wittwer, le seul fleuriste de Gstaad à l'époque. Et je dis, faites monter le plus beau bouquet qu'il puisse imaginer, tout de suite. Et il me répond avec son accent suisse, mais monsieur, c'est pas possible. C'est fermé depuis midi. Et j'avais 3 roses dans un vase à ma table. J'ai dit, mais portez-lui ça. Elle m'a fait un grand merci. Et à partir de là, je sais pas, on se parle encore maintenant. Elle habite Monaco et Londres et Marbella. Elle m'a fait une chose un jour. Elle passait au Carnegie Hall. Elle a eu une fille qui a été assassinée dans la rue. Donc, elle s'en remettait pas. Elle me dit, j'ai pas le moral, je voudrais que tu viennes. J'ai pris le Concorde. Et le soir, 2 jours après, c'était le Carnegie Hall. Elle arrive évidemment à triomphe. Puis au bout de la 5e, 6e chanson, elle dit « Je voudrais qu'on chante Happy Birthday pour mon frère que j'aime. Il n'a pas la même couleur que moi. » Bernard, elle a dit tout court. Tout le monde a chanté, sauf moi parce que je pleurais. Mais c'est une artiste mondialement connue encore aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Elle fait maintenant, elle a quand même, il faut savoir qu'elle a 84 ans. Oui. Alors, elle fait des shows, mais sporadiquement. Mais là, elle a sorti dernièrement un disque, il est vraiment exceptionnel. Une autre femme qui a été chère à votre cœur, et on en a beaucoup parlé depuis quelques mois, et vous avez eu le privilège d'assister à son retour à Monte-Carlo, c'est Joséphine Baker, oui, Bernard Pressac. Grâce à Jean-Claude Brialy. Parce que il la connaissait bien, et puis je lui dis, écoute, j'aimerais la connaître, mais tu sais, elle est en répétition, c'était pour le gala de la Croix-Rouge. C'était son grand retour. Oui, son grand retour. Elle habitait d'ailleurs une maison prêtée par Grèce de Monaco, avec ses 12 enfants. Et j'ai dit, mais écoute, tu peux faire ça quand même. Il l'a fait, et il s'est passé quelque chose. C'est comme ça, on ne peut pas expliquer ça. Elle m'envoyait, j'ai des lettres, d'ailleurs, je fais une conférence le 24, l'on m'a demandé. Elle me signait des lettres, Maman Joséphine, ou Maman qui t'aime, Joséphine. Elle prenait soin de tous les gens qu'elle aimait. Et le jour du fameux gala, elle est arrivée sur une Jeep avec la tenue française, debout. J'ai jamais vu ça à Monte-Carlo. Tout le monde s'est levé. Tout le monde. Et aujourd'hui, qu'elle se retrouve au Panthéon, ça vous paraît une chose normale? Et elle n'y est pas, vous le savez. Oui, je sais. Mais enfin... Elle a de la terre de Saint-Louis, oui, de la terre de Monte-Carlo, de la terre de Paris et il y en a une 4e, des Milandes. Voilà. Mais le fait qu'elle soit un symbole et qu'on retrouve alors que finalement plus personne n'en parlait... Mais non. Ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas parce qu'il y a plein... Écoutez, même j'ai entendu des jeunes qui chantaient « J'ai 2 amours ». Oui, complètement. Mais quand on a connu Joséphine Baker, on se rend compte de la dimension qu'elle avait et qu'elle mérite ça aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Et puis moi, lorsqu'elle expliquait ces choses, elle faisait passer des messages dans les notes de musique. C'est incroyable, ça. Elle avait une dévotion pour Charles de Gaulle. Et lui aussi. Parce qu'elle en parlait beaucoup. Et le soir du gala de la Croix-Rouge, elle a fait un malheur. Alors là, c'était pire. Les gens étaient debout sur les chaises. Et elle a dit, elle est allée saluer la princesse, avec le prince, enfin la table princière. Et puis elle a dit après, Jean-Claude est venu la remercier sur scène. Et puis il m'a fait comme ça, parce que j'avais la table devant. Et je ne comprenais pas. Je suis passé derrière. Elle me dit, elle veut qu'on aille manger les spaghettis chez elle. C'est-à-dire, on est allé là. Chez elle, il était quand même 2 heures du matin, avec toute l'énergie qu'elle avait donnée. Et on est resté 1h30. Il y avait un tableau grand comme ça, avec toutes les corvées des enfants, poubelle, machin, la boulangerie et tout, dans la cuisine. Et j'ai trouvé ça touchant. Et puis, après, ils ont cherché un théâtre. C'est Bobino
qui les a reçus, vous le savez aussi bien que moi, parce que j'ai vu votre livre. Oui. Et elle était déjà très fatiguée, parce qu'en répétition, elle a quand même répété 15 jours ce show. Et elle a eu, le soir de la première, elle a eu un malaise à Bobino. Et moi, je n'y suis pas allé parce que je n'ai pas reçu l'invitation. Si bien que le lendemain matin, il n'y a pas d'autre mot, elle m'a vraiment engueulé. Pourquoi tu n'es pas venu? Qu'est-ce que je t'ai fait, etc. Mais je dis rien. Mais il y avait tellement de monde, je ne voulais pas prendre le risque que les gardes du corps me jettent dehors. C'est tout. Elle me dit, bah alors tu viens ce soir aux Marquises, nous mangerons des huîtres. Je veux te voir. Et l'après-midi à 4h, Jean-Claude m'a appelé, c'est pas la peine que tu te déranges, Joséphine est à l'hôpital, elle ne s'en remettra pas. Et là, j'y suis allé, j'avais un pass le lendemain, et ça, j'avais jamais vu. Il y avait des laissez-passer pour certaines personnes, mais ils filtraient parce que pour eux, c'était sûrement leur jeunesse, j'en sais rien, des personnes assez âgées. Et j'ai jamais vu. Il y avait sur son cercueil, il y avait des croix, des vierges, des mains de Fatma, des gris-gris. C'était couvert de ça. J'ai voulu aller, évidemment, pourtant j'avais une invitation à l'enterrement, sauf que j'avais un rendez-vous de travail, je suis arrivé un peu tard. C'était plein de la Concorde jusqu'à la Madeleine. J'ai jamais pu passer. Il y a beaucoup d'autres anecdotes dans ce livre, Bernard de Pressac. C'était une époque bénie chez les impliqués. Vous avez eu raison de l'écrire parce que vraiment on retrouve un monde qu'on ne retrouvera sans doute jamais. Plus jamais. Non. Et puis moi, surtout, la première chose qui m'a... j'ai rêvé. J'étais quand même ami intime de Roger Moore, David Niven, des gens formidables. J'étais invité chez Vincente Minelli. La première personne que j'ai vue rentrer, que j'ai trouvé, j'étais jeune quand même, Rita Hayworth, Ava Gardner. Elle était un peu éméchée, mais elle était quand même belle, et d'autres. Et je suis devenu aussi très lié avec Robert Stack et sa femme, enfin plein de gens comme ça. Des gens qu'on retrouve dans ce livre, c'était une époque bénie. Bernard de Pressac, bravo d'avoir vécu ça, bravo d'avoir écrit. Merci beaucoup, mais merci de m'avoir reçu surtout. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.